Bonjour à tous en ligne. On est heureux de vous voir aujourd'hui pour cette deuxième formation Prism. Donc, on va quand même vous faire un petit mot sur Prism. Qu'est-ce que c'est Prism? Donc, rapidement, et voilà, hop, Prism. Donc, l'acronyme, c'est Programme de mise en réseau d'innovation et de soutien aux métiers créatifs. Donc, c'est assez parlant. C'est un programme de développement économique mis en œuvre par le canton du Valais qui est destiné aux industries créatives et culturelles. On verra un petit peu après qu'est-ce qu'on entend par industrie créative et culturelle. On met à disposition une expertise économique et une expertise entrepreneuriale pour accompagner les différents porteurs de projets. Et puis l'objectif, c'est évidemment de contribuer au rayonnement du Valais, à la diversification économique, mais aussi à l'identité culturelle et de rayonner au-delà des frontières valaisannes. Ah, parfait. Merci beaucoup. Donc ça, voilà, quand on parle des industries créatives et culturelles, c'est assez large. On a des domaines, voilà, on va de l'industrie musicale au design, à la création numérique. Donc aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. Les jeux vidéo s'insèrent dans cette catégorie de la création numérique. On a en tout 14 industries. Donc ça fait beaucoup de monde et ça concerne énormément de personnes. Le programme est en 3 axes. Donc un premier axe, c'est la sensibilisation. On a depuis maintenant 2 ans des appels à projets. Le premier appel à projet était patrimoine et tourisme. L'année dernière, c'était sur l'audiovisuel. Et puis là, on est en train de réfléchir au troisième appel à projet. Et puis on a des journées thématiques, des rencontres et des formations comme vous êtes aujourd'hui. On a eu la conférence Prism il y a 1 mois. Si vous avez pu participer, voilà, vous connaissez. Ensuite, on a vraiment un axe d'accompagnement. Là, c'est accompagner les porteurs de projets, les soutenir dans le développement de leur business, donc avec du coaching individuel, mais c'est aussi parfois faire le lien avec des spécialistes. Donc, c'est aussi de mettre en réseau et de faire le lien avec des experts du domaine. Et puis finalement, on a cet axe d'accélérer. Ça, c'est un petit peu fournir une impulsion au projet. Si des fois, il manque quelques étapes ou il manque un tout petit... Ouais, vraiment, c'est cette idée d'impulsion pour déployer des projets. Et puis, c'est aussi la facilitation des collaborations intersectorielles. Voilà pour Prism rapidement. Maintenant, si on passe pour les formations, qu'est-ce que c'est les formations? Pourquoi ces formations? Donc, on a voulu avoir un concept assez bref, une première approche. Donc, c'est un petit peu une introduction à une thématique qu'on juge clé pour les industries créatives et culturelles. Donc, aujourd'hui, c'est cette thématique du jeu vidéo. Comment créer un jeu vidéo? Quelles sont les différentes étapes? L'idée aussi, c'est de pouvoir partager un verre en commun, de vous connaître. On voit aussi qu'il y a 14 industries, donc quand on parle il y a 14 domaines de ces industries créatives et culturelles. L'idée, c'est aussi de pouvoir rassembler les gens, de créer un écosystème. Le format est court et hybride, donc on veut laisser la possibilité aussi aux gens de suivre en ligne. Donc c'est pour ça qu'on est en ligne. On est heureux que vous soyez aussi plus là parmi nous, comme ça on peut vous voir et vous rencontrer. Il y a quelques personnes en ligne, mais ils sont moins nombreux. Court, donc c'est environ 1 heure et demie, ça dépend un petit peu de vos questions et des différentes thématiques. Et puis l'idée, c'est qu'on a un replay qui soit accessible en ligne, a priori traduit en allemand. Donc comme ça, on peut aussi toucher le public germanophone. Et inversement, le jour où on fait une formation dans le Haut-Valais, la formation sera traduite en français. Voilà un petit peu en bref pour ces formations. Donc maintenant, place au contenu du jour qui vous intéresse. Donc on a la chance d'avoir Guillaume Mézineau qui est présent parmi nous, qui est juste là. Viens seulement Guillaume. Et puis j'introduis aussi Lucas Canelotto. Donc vous l'aurez plus tard en ligne parce qu'il est à Zurich. Donc voilà, c'était plus facile de faire comme ça. Donc Guillaume Mézineau qui a créé un jeu vidéo de A à Z qui va nous donner un petit peu les différentes étapes pour créer ce jeu vidéo et puis nous parler de son jeu. Donc je te laisse la parole. Enfin, le micro. Merci beaucoup. Ah, je vais prendre aussi la télécommande. Tu veux le... Je veux bien. Ouais. Merci, ce sera plus pratique. Alors bonjour à tous, merci beaucoup Prism, merci à tous de nous accueillir ici. Je vais commencer cette présentation par une rapide introduction déjà sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais me présenter, on va parler ensemble un petit peu des étapes de la création d'un jeu vidéo. On va également parler des métiers qui constituent voilà, ce pôle très intéressant. Des plateformes de distribution également, donc de comment faire une fois qu'on a créé son jeu pour le diffuser. Puis on parlera de ce que c'est qu'être développeur en Suisse. Et enfin, on enchaînera sur les accompagnements possibles, où là, justement, Lucas sautera dans la conversation pour nous parler plus précisément de l'accompagnement de Pro Helvetia et de Swiss Game. Donc je vais commencer par me présenter.
Donc, je m'appelle Guillaume Mézineau. Je suis originaire de l'île de la Réunion, donc ça fait une petite trotte jusqu'ici. Ça fait maintenant 5 ans et demi, 6 ans que je vis en Suisse, voilà, dans le magnifique canton du Valais. J'ai fondé une entreprise qui a deux casquettes. Donc, l'entreprise est d'Azote, c'est du créole pour ceux qui se demandent. C'est une entreprise qui va travailler principalement dans la communication, le marketing digital, l'informatique. On travaille beaucoup avec des hôtels, des centres médicaux, des choses comme ça. Et on fait aussi de l'IA d'ailleurs. À côté de ça, on a en même temps au sein de l'entreprise le studio de jeux vidéo Kipwak, encore une fois du créole, où là on développe des jeux vidéo, mais on ne fait pas que ça, puisqu'on les publie également. Donc on va vraiment faire le processus de création de jeux vidéo depuis l'idéation jusqu'à sa diffusion à l'international. Aujourd'hui, je vous parle de ma petite expérience récente qui est Wisdom Academy. Donc c'est un jeu en fait sur lequel j'ai travaillé très récemment, mais avant ça, j'ai un petit parcours où j'avais créé des jeux vidéo sous de nombreuses formes. Donc aujourd'hui, j'ai un studio, j'ai quelques personnes qui m'aident, on est vraiment constitué, on est en Valais, et ça, voilà, on est assez nombreux. Mais en réalité, quand j'ai commencé, c'était un studio un peu fait comme ça, avec des amis qu'on a contactés au fur et à mesure, sans avoir les moyens de se payer. Puis on a fait des petits jeux sur des plateformes peu connues comme Itch.io. Puis après, j'ai travaillé pour une grande plateforme internationale, Voodoo Games, où là, j'ai produit des jeux qu'on appelle des sneakers games. Donc, c'est vraiment des jeux jetables qu'on va jouer sur mobile très rapidement, passer quelques publicités, puis passer au jeu suivant. Après, depuis mon arrivée en Suisse, j'ai travaillé notamment pour Twin Peaks, qui est également dans le canton du Valais, où là, on a bossé ensemble sur Sierzinal, donc, qui est un jeu que vous pouvez trouver aujourd'hui assez facilement. Donc, c'était pour l'anniversaire, pour les 50 ans. Et j'ai aussi participé au développement du serviteur de la rédemption avec mon équipe, donc pour tout l'aspect technique, où là, on a fait la première version en fait, de leur jeu. Mais ils se sont chargés de toute la partie graphique, on a fait surtout l'aspect technique. Et depuis, c'est Wisdom Academy qu'occupe la majeure partie de mon temps. Donc je propose de commencer peut-être par vous montrer rapidement un trailer du jeu, ça dure une petite minute. C'est pas grave. Allez, du son. Bon, c'est pas très grave, je peux quand même vous présenter le jeu de toute façon, ne vous en faites pas. Wisdom Academy, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer en fait. Merci. Et voilà, donc le jeu est sorti le 17 avril de cette année, il est disponible sur Steam si vous le voulez. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez tenir le rôle du directeur d'une école de magie, donc un Poudlard Simulator. Donc en 3D, où vous pouvez construire à la verticale, recruter vos élèves, les voir grandir et se transformer en puissants sorciers que vous envoyez conquérir le monde. Voilà. Comment est-ce qu'on en arrive à ça, à ce résultat-là? Donc, c'est de nombreuses années de travail, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'investissements personnels, mais également financiers. C'est vraiment, je pense, la plus belle des aventures à mon goût. Bon, je suis peut-être un petit peu bias, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est une très belle aventure et j'encourage les gens à entreprendre cette aventure-là également de leur côté, parce qu'il n'y a rien de mieux que créer. Voilà. Maintenant, créer, ça passe par de nombreuses étapes. Nous, on a un petit peu notre process à nous de comment est-ce que on fait pour créer un jeu, mais en réalité, il y a autant de façons de faire du jeu vidéo ou de faire une œuvre artistique, une création qu'il y a de gens et qu'il y a de projets. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est vous parler de mon expérience. Maintenant, il y a vraiment plein de façons de faire. Euh, Faire comme mon cher camarade, je vais également lire pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc on commence toujours par une phase de recherche et d'analyse. Euh, donc nous, cette phase-là, c'est une phase dans laquelle on va un peu brainstormer, c'est-à-dire on va sortir comme ça des idées de jeux vidéo de notre chapeau.
Là, aujourd'hui, on est en plein là-dedans parce que, au-delà de Wisdom Academy, on a des envies de faire plein de choses, de faire plein de jeux. Plus on en fait, plus on est heureux. Donc, du coup, cette première étape-là, aujourd'hui, dans le studio Keepwalk, c'est 2 personnes. Donc, c'est moi, bien que je sois développeur, je suis aussi un peu marketeur. Donc, c'est moi pour la casquette du marketing et de la communication, et c'est un collègue game designer. Donc, c'est des métiers qu'on verra plus tard et qu'on détaillera. Mais ensemble, on va justement déterminer qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait. Donc au-delà de simplement avoir des idées, à quels autres jeux est-ce qu'on se compare? D'un point de vue marché, où se situent nos compétiteurs? Dans quelle niche est-ce qu'on va se positionner? Dans quel genre est-ce qu'on sera? Il faut savoir que le genre, de nos jours, c'est ce qui détermine sur certaines plateformes vos capacités de vente à 90%. Donc, le genre est un choix extrêmement important au début de la création d'un jeu. C'est le choix le plus important que vous ferez. C'est pas la date de sortie, c'est pas si c'est un lundi à mardi, c'est vraiment le genre. Donc, c'est la première des choses. Et après, ensuite, en fonction de ce qu'ont fait vos compétiteurs, en fonction de comment est-ce qu'ils ont été reçus par le marché, ben, de là, vous pouvez déterminer le temps que vous pouvez accorder au développement de votre projet, s'il est réaliste ou pas, les forces dont vous aurez besoin, les pitfalls à éviter, les erreurs à éviter, et puis les to-do, quoi, vraiment les choses à faire à tout prix, parce que vous pouvez retrouver ça dans les commentaires des gens sur Internet. Donc vous avez toute une étude qui se fait avant même de se lancer dans la création d'un jeu. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est une expérience qu'on a acquis à force d'erreurs, hein. Moi, ça fait 23 ans facile que je crée du jeu vidéo. Donc, j'ai eu le temps de faire beaucoup d'erreurs et de bien apprendre de ces erreurs-là. Et je pense que c'est important d'avoir une stratégie. C'est pas forcément la meilleure, mais voilà, on en est là, quoi. Donc après, on parlera aussi un petit peu plus tard, et surtout Lucas qui interviendra après moi, des différentes aides aux différentes phases de création de votre jeu. Mais sachez que c'est un projet sur lequel vous allez vous engager à minima pour 1 an, très certainement pour 2. Et je connais énormément de gens qui sont dessus depuis 5, 7 ans. Je peux vous en présenter beaucoup. Donc, euh, autant prendre 3 à 6 mois pour se poser et réfléchir un petit peu à la question d'un point de vue marché. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais, en tout cas, c'est ça. Après, on arrive sur une phase de conception. Donc là, on va concevoir les règles de notre jeu. Donc pendant cette phase-là, on va déterminer quelles sont les mécaniques clés à avoir à tout prix en fonction de ce qui se fait sur le marché. On ne peut pas avoir un jeu de combat sans combat. Voilà. Enfin, ça, on peut, mais chaud, quoi. Donc, on essaie de se poser un petit peu ces questions-là pendant cette phase-là, sans spécialement entrer dans le détail. Et puis, on va aussi chercher à comprendre quels seront ce qu'on appelle nos USP, je sais pas, nos points, nos unique selling points. Donc, qu'est-ce qui fait que notre jeu va se vendre? Qu'est-ce qui fait, quelle est notre accroche aussi? Quel est notre hook, comme on dit? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va se poser ces questions aussi plus en détail, plus en profondeur. Puis vient une phase de prototypage où là, on va confronter un petit peu le jeu. Donc, juste, je reviens un petit peu parce que je suis passé un peu vite. En fait, j'avais oublié que j'avais détaillé un peu tout ça. Mais donc, comme dit, hein, pour la phase de recherche et d'analyse, donc on va regarder l'audience, le marché et l'intérêt aussi de l'équipe, évidemment, en faisant attention aux aspects légaux. La phase de conception, donc là, on va regarder. Donc, c'était ce que je vous expliquais. Donc, les contraintes aussi, quelle mécanique de jeu est-ce qu'on va mettre, quelles règles, quel sera le player fantasy, quel sera le hook, donc le plaisir du joueur, quel est l'élément accrocheur. Donc, toutes ces questions-là, on doit se les poser pendant cette phase-là de conception. Puis vient la phase de prototypage, où là, on va itérer, en fait, on va boucler entre une version de test qu'on va tester, puis qu'on va valider. Donc c'est une phase qui peut durer relativement longtemps, en fonction de si vous visez bien ou pas. Donc très vite, un autre conseil que je donnerais, c'est vraiment, faut vous montrer, quoi. Si vous voulez faire du jeu vidéo, vous arriverez jamais à faire, enfin, bon courage pour faire un jeu, en tout cas, sans l'exposer avant son lancement à ce qui se veut être demain votre audience. Donc, faut l'exposer le plus tôt possible. Quand je dis tôt, c'est 2 semaines, 4 semaines, pas 2 ans. C'est vraiment tôt, 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 très tôt. Dès que vous avez quelque chose, des bâtons, un papier, des bouts de bois, allez-y, quoi. Faut pas attendre, parce qu'en fait, c'est de nos jours, les bons jeux, souvent, même si j'essaie de pas trop généraliser, sont quand même souvent créés avec la communauté. Donc, si vous sortez un jeu enfin, si vous sortez une démo de votre jeu ou une vertical slice, comme on dit dans le métier, très vite, vous allez pouvoir faire des demandes de financement, vous allez obtenir des retours, vous allez pouvoir faire des ajustements, vous allez pouvoir vous confronter à la réalité en fait de ce qu'est votre projet.
et vous allez pouvoir soit continuer votre travail et passer à l'étape suivante, soit faire ce qu'on appelle dans le milieu tuer son bébé. Voilà, donc des fois, il faut savoir aussi tuer son bébé et vous rendre compte que bon, bah, malheureusement, même si ça paraissait merveilleux au départ, dans les faits, une fois la réalisation en place, ça marche pas. Et donc, il faut pivoter. Voilà. Ensuite, on arrive sur une phase un peu de planification détaillée de préparation. Donc là, on est un peu en pré-production, où on va se dire, OK, on a une vertical size qui marche, on a un truc basique qui fonctionne, OK, mais comment est-ce qu'on arrive à la sortie du jeu, en fait? Euh, c'est cool, on a déjà notre core gameplay, notre mécanique de jeu principale. On l'a testé, il y a une audience, il y a un marché, on a l'équipe, on a bien étudié quand même un peu notre budget et tout. Comment est-ce qu'on fait pour de nouveau travailler sur ces questions-là, mais cette fois-ci pour nous pousser jusqu'à la sortie, pas juste jusqu'à avoir quelque chose de présentable, un publisher. Donc là, souvent, vous avez déjà une idée de comment est-ce que vous allez aussi vous financer. Est-ce que vous avez déjà trouvé un publisher ou est-ce que vous allez, comme nous, on a fait, faire de l'auto-édition, auto-publishing, autofinancement, etc. Donc c'est des choix. Et puis vous avez un calendrier assez clair de où est-ce que vous voulez aller et un budget plus ou moins clair. Bon, en réalité, c'est c'est vraiment aussi simple, mais c'est bien d'avoir un plan. Voilà, donc là, on rentre dans le vif vraiment du sujet, on rentre vraiment dans le vrai plan. Donc après, tout ce que vous avez là, vous pouvez continuer de communiquer dessus. Vous avez déjà un prototype, vous avez déjà un premier jeu, vous avez déjà une équipe, vous avez déjà un plan d'action, vous avez déjà un budget concret, vous avez en fait ce qu'on appelle un pitch deck dans le métier. Donc vous allez pouvoir, avec tout ça, facilement, si vous n'avez pas déjà, aller démarcher des publishers justement, si vous ne les avez pas trouvés, ou bien même pouvoir communiquer sur tout ça aussi. Même si vous n'avez pas forcément de publisher, euh, vous avez besoin quand même de cette connexion avec l'industrie du jeu vidéo parce que, il y a des opportunités qui vont se présenter, soit de faire des travaux pour d'autres, pour vous financer, soit pour faire du portage sur console demain, soit parce que vous avez besoin, malgré tout, de vendre votre jeu sur le marché asiatique. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un regional publisher parce que, bon, bah, on ne peut pas tout faire. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin de cette vision-là pour savoir où est-ce que vous allez aller dans les 1 à 2 ans de production qui vous attendent. Parce que c'est souvent, surtout sur les premiers jeux, c'est souvent le temps nécessaire. Voilà. Donc, la phase de production, pendant ce temps-là, ben, vous bossez. Donc, même si vous continuez à promouvoir votre projet, même si vous essayez de le vendre éventuellement à des publishers ou de penser à quoi ressemblera la première DLC, bah, enfin, ça fait partie de ce que vous faites pendant cette phase-là. Donc, vous allez travailler un peu sur la sortie de votre jeu. Nous, on a fait le choix de sortir en early access, donc en accès anticipé. Ça se fait. C'est pas un choix que je recommanderais pour un premier jeu, même si on l'a fait. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a des cas vraiment particuliers où c'est pertinent de le faire. Euh, mais globalement, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé dans la création de son jeu, fais une V1, quoi. Enfin, voilà. Passe pas par l'early access. L'early access, certains vont dire que ça permet d'avoir 2 lancements. En réalité, ça demande quand même une équipe assez conséquente pour continuer de suivre sa communauté. Ça demande à sortir en réalité le jeu, quand il sort en early access, il sort. Les gens, ils s'en fichent que ce soit écrit early access ou pas, le jeu, il est sorti. Voilà, donc il s'est confronté au marché, les gens ont dépensé de l'argent pour, ils s'attendent à quelque chose en échange, et de moins en moins, il y a cette compréhension de l'early access, parce qu'on a des sorties de jeux voilà, triple A qui se mettent le tag early access pour avoir 2 lancements sur la page Steam, mais qui en réalité sont sortis parfaitement finis. Donc, faut faire très attention avec ça. Après, bon, bah, on peut penser aussi au DLC. Nous, en vrai, on y pense depuis très longtemps. On se dit, bah, on peut penser à une collaboration pour d'autres jeux de sorciers avec je sais pas, des petites marques, Harry Potter, des petits trucs comme ça. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, ça, il y a peu de chance, mais il y a beaucoup de jeux de sorciers. Donc, on peut comme ça faire du marketing. Voilà, on peut allier nos forces avec d'autres. On a par exemple au lancement du jeu une collaboration avec un jeu de construction d'école de sorciers. Ça se rappelle un peu notre jeu, en fait. C'est la même chose, mais qui était sorti il y a 10 ans. Et du coup, ben, on les a contactés et on a un bundle avec eux. Donc, il y a moyen d'acheter les 2 jeux avec une petite réduction. Voilà, donc c'est important de penser comme ça partenariat dès le début et puis on s'est créé un réseau.
Demain, on veut faire un nouveau jeu, on peut penser coproduction, on peut faire plein de choses comme ça, hyper intéressantes. Donc, pas hésiter à travailler toutes ces choses-là. Et puis, quand le jeu est sorti, ça ne fait que commencer. Voilà. Donc, on pensait qu'on avait fini, mais non. Donc, il reste énormément de travail à faire. On continue de le promouvoir à l'international. Là, je sors d'un mois où j'ai fait la promo du jeu d'un point de vue business à Montréal en mai. Dans le même mois, je suis allé à la PAX Boston, où là, c'était essayer de vendre au tout public. Puis, je suis allé à Nordic Games en Suède, où là, c'était pas du tout public. C'était que des businessmen, que des regards. Donc, c'est toute autre ambiance. Et puis voilà, donc on pense, faut continuer à promouvoir son jeu en fait, même quand il est sorti, c'est très très loin défini, early access ou pas. Faut continuer à le mettre à jour, faut continuer d'animer la communauté, et puis il faut continuer à convertir aussi son audience. Voilà. Donc je m'attarde pas plus là-dessus. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des métiers du jeu vidéo. Euh, donc bien sûr, on pourra répondre un peu aux questions plus tard. Euh, Ok. Donc du coup, il y a beaucoup de... Moi, j'ai réparti ça un petit peu dans mon petit fromage. J'aurais pu faire autrement. Certains ne seront pas d'accord. Mais c'est ma vision du truc. Encore une fois, hein, donc voilà, c'est discutable. Euh, pour moi, déjà, donc il y a la partie vraiment les devs, donc ceux qui vont coder le bordel. Donc j'en fais partie. Je me permets du coup d'en parler mal. C'est un job ingrat où notre travail est bien fait, qu'on ne nous voit pas. Mais c'est aussi un job magnifique où quand on a codé quelque chose et qu'on l'a terminé et que ça fonctionne, c'est le plus beau des sentiments. Donc voilà, c'est un métier que j'aime beaucoup. Ça se divise en sous-branches qui sont en réalité assez infinies, mais j'ai noté quelques exemples. Donc programmeur gameplay, ça c'est ce que je préfère. Prototyper, faire des mécaniques de jeu, c'est super fun. Moteur, bon bah ça personne en fait. De nos jours, tout le monde utilise des moteurs déjà faits. Donc à moins de bosser chez Unity, Unreal Engine ou Godot, bon voilà, mais ça existe. Et réseau, ça c'est parce qu'en fait j'ai étudié ça, mais voilà. Après, en vrai, je fais aussi beaucoup de multijoueurs, blague à part. Je faisais beaucoup de projets multi avant. Mais là, le projet sur lequel je suis est pas du tout multi. Mais voilà. Après, ensuite, il y a toute la partie conception design que j'ai sous-estimée pendant beaucoup trop longtemps, qui est en fait une partie essentielle de tout bon projet. Comme dit, hein, là, on bosse sur un nouveau projet de jeu. On n'a pas un développeur et un artiste qui bossent, hein. Sur le nouveau projet, on a un marketeur et un game designer. Donc on se demande comment est-ce qu'ils vont faire un jeu. Mais en fait, c'est des métiers essentiels qui sont apparus en cours de route pendant la longue histoire du jeu vidéo. Euh, et un game designer, c'est le feu. Hein, franchement, la personne est capable de rationaliser toutes les mécaniques qui font qu'un jeu est un bon jeu. Nous, on en a embauché un que trop tardivement. Et je le regrette. Donc je vous conseille de vous intéresser beaucoup au game design si vous avez pour ambition de créer votre jeu, que ce soit en équipe ou seul. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, level designer, narrative designer. C'est assez niche, mais c'est pour dire qu'on peut se spécialiser, on peut designer des niveaux, on peut écrire aussi des histoires, voilà. Donc on peut faire beaucoup. Viennent nos amis les artistes, souvent sollicités, jamais épargnés par les commentaires. Donc là, c'est pareil, c'est très très vaste. Euh, alors moi, dans mon équipe, j'ai ça. J'ai graphiste 2D, 3D, animateur, concept artiste, non. Maintenant, hélas, il y a des outils. Je suis désolé. Voilà, donc les métiers évoluent. Et en vrai, ça c'est aussi un beau sujet dont on pourra parler dans les questions-réponses, hein, l'IA et sa place dans les métiers du jeu vidéo. C'est un sujet passionnant. Donc je suis toujours partant pour en discuter. Mais j'ai tout quand même, hein, même si je suis un grand fada d'IA. On a toujours besoin de l'œil expert d'une artiste 2D pour que nos 500 artworks de personnages dans le jeu soient cohérents, hein, parce que moi, j'ai pas l'œil. Donc voilà. Même si c'est un peu fait par IA, c'est vrai. Ensuite, on a les sound designers, les compositeurs, les voix off. Pareil, des métiers qui sont pas mal appelés à changer. J'externalise beaucoup toutes ces tâches-là. C'est assez ponctuel, mais c'est essentiel. Ça fait partie de ce qui crée une atmosphère pour le joueur. Et quand on essaye de donner une expérience à quelqu'un, le son, c'est tout aussi important que le reste en réalité. Euh, Ça vient assez tardivement, je pense, dans le process. C'est une erreur de le faire trop tôt. On l'a fait assez tôt. C'était une erreur. Voilà. Voilà, voilà.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si on suit la logique d'itération où on va tester notre jeu, modifier, etc., de mettre par exemple une voix off sur le personnage qui fait le tutoriel, salut, moi, ben c'est pas très malin. Parce que comme le tuto change, parce que les mécaniques changent et qu'il y a beaucoup de retours, ben, en fait, toutes les voix off, on les a toutes foutues à la poubelle et on n'en a plus maintenant. Donc, j'aurais dû le faire à la toute fin. Je pense qu'on le refera pour la V1 du jeu. Mais tant que le jeu est vivant, le sound design et les voix off, la moitié finit à la poubelle, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Euh, Ensuite, il y a producteur, chef de projet, testeur qualité. Alors, moi, je suis un peu, par la force des choses, producteur. Je suis clairement chef de projet. J'adore la méthodologie. Puis j'ai monté une équipe, donc je pense que du coup, bah, ouais, je gère des projets. Donc je peux aussi vous parler de ces métiers-là un petit peu en détail. Producteur, ben, parce que on est obligé voilà, de voyager, de rencontrer des gens. Là récemment, bah, j'étais avec un gars de chez Nintendo. Est-ce qu'on peut sortir sur Switch? Comment ça se passe? Ah, que la un, pas la 2. Ah bon? Pourquoi? S'il vous plaît? Pitié. Voilà. Donc un peu producteur aussi. Et puis bon bah chef de projet, ma foi. Je ne sais plus où j'avais vu cette stat, alors me citez surtout pas, jamais, et j'espère que c'est pas enregistré. Mais je crois que 2 tiers des projets échouent par manque de méthodologie. Donc ça veut tout dire. La méthode, c'est ah, vraiment penser méthodo dans une équipe, il faut à tout prix une méthode, quelle qu'elle soit, mais il faut de la méthode. Sinon, on n'arrive jamais au bout des choses. Donc, très important. Et testeur qualité, pareil, c'est un peu comme les game designers, c'est les gens que j'avais mis tout en bas de la liste dont on a besoin. Et en fait, maintenant, bah, on en a une à titrer. Voilà. Donc, en fait, c'est bien, finalement, tout bien réfléchi. Voilà, mais malheureusement, on ne peut pas non plus tout faire. Là ce que j'essaie aussi de quelque part de vous démontrer avec ce magnifique fromage bleu, bien moisi, c'est que c'est vaste. Créer un jeu vidéo, c'est extrêmement vaste et on peut se perdre dans tous ces métiers. Et je dirais pas que certains de ces jobs ne sont pas essentiels en fait. Ils le sont tous. Donc, euh, il faut forcément, dans le cadre de la réalisation d'un jeu indé, que chacun prenne à sa charge d'avoir plusieurs casquettes. Donc quand moi je dis bah je fais marketing, je suis des lead développeurs et puis je suis un peu chef de projet et en même temps je suis producteur, ben ouais, ouais, tout comme ma 2D artiste, elle est UI UX designeuse, elle fait les artworks, elle fait l'intégration sur Unity, tout comme mon 3D artiste est tech artiste et qu'il fait en même temps de la modélisation, les textures et l'animation quand l'animateur n'est pas là. Donc et puis les effets spéciaux, les VFX, et voilà. Donc créer un jeu vidéo, c'est artistique et je pense que c'est super parce que tout le monde peut s'exprimer et l'art n'a pas forcément besoin pour être beau d'être techniquement poussé. Voilà. Donc des fois, on peut faire de belles choses simplement euh, et puis c'est super sympa de toucher un peu à tout. Ça fait aussi partie du plaisir en réalité. Donc profitez-en, faites de tout. Du coup, je suis allé trop loin. Je voulais parler. Oui, je suis allé vraiment trop loin parce que ça, c'est important. Responsable marketing, community manager, PR. Donc, PR, c'est la presse. En gros, c'est public relations. Donc, c'est comment vous communiquez avec la presse. Donc, nous, on a, je sais plus combien, des dizaines de milliers d'adresses mail de presse à notre disposition internationale pour promouvoir la dernière mise à jour du dernier pigeon qui vole au-dessus du lac, quoi. Donc c'est hyper important d'avoir ça et d'avoir quelqu'un dans la société ou un publisher qui est capable de communiquer comme ça sur votre projet parce qu'on fait des jeux pour qu'ils soient joués. Et ben, du coup, tout ce que je vous montre là, c'est dans ce seul objectif-là, de se dire qu'on fait des jeux pour qu'ils soient joués en fait. Et bah, du coup, ça demande à communiquer, ça demande à s'exposer, ça demande, voilà, faut parler aux gens, faut y aller, faut se jeter dans le bain, faut pas croire que notre jeu est moins bien qu'un autre, pas assez développé, faut y aller. Donc tout ça, c'est des métiers importants, community manager, responsable marketing, PR. Et puis ensuite vient le dernier morceau du bon fromage, c'est le service client et le spécialiste des mises à jour et correctifs. Service client, c'est fascinant. Je pourrais. Là, franchement, service client, c'est merveilleux. C'est splendide. C'est toujours agréable de passer à travers les magnifiques reviews. Donc, je le fais pas. Voilà, hein, mais j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui y arrivent.
sans poser un arrêt maladie. Voilà, donc, non, non, mais c'est essentiel aussi, parce qu'en réalité, bon, j'en rigole, mais on a besoin en vrai de ces retours-là. On a réellement besoin de comprendre ce qui va et ce qui va pas pour être capable d'itérer intelligemment. Et une bonne partie de notre roadmap, il y a, je crois, un quart ou un tiers même, un tiers de notre roadmap qui est dédié au community fixes, donc c'est-à-dire en fonction des retours des gens, on va déterminer un tiers de notre temps de travail à orienter notre projet, même une fois sorti, pour coller aux attentes et aux aspirations des joueurs. Voilà. Donc bon, mais ouais, je fais pas service client, quoi. C'est c'est vraiment pas facile. Voilà. Ensuite, plateforme de distribution. Alors, je tenais quand même à vous faire un rapide topo là-dessus, sans entrer, sans aller méga loin, mais euh, parce que il y a énormément il y a un écosystème assez étendu aujourd'hui pour la distribution d'un jeu vidéo. On peut se dire qu'on fait un jeu, je sais plus exactement ce que j'ai mis. Oui, excusez-moi, parce que je parle pas deux fois la même chose. Ouais, voilà. Donc, on peut se dire dès le début qu'une partie du travail qu'on va faire, qu'une partie du travail nécessaire, on va pas le faire. On va le déléguer. Donc, la distribution, ça en fait partie. On va pas nous-mêmes aller vendre au porte-à-porte notre jeu vidéo, quoi. C'est chaud. Donc pour ça, il y a plein de plateformes. Donc ça, c'est une partie vraiment qu'on ne peut que déléguer. Tout comme il y a d'autres parties qu'on peut déléguer aussi, comme l'édition, la localisation, le QA. Et il y a énormément d'acteurs, vraiment énormément d'acteurs qui font de leur métier le fait de nous aider à distribuer notre produit. Donc du coup, ça fait partie un petit peu de la boucle dans laquelle on entre lorsqu'on fait son jeu vidéo. Il faut savoir qu'on va être confronté à tout ça. Et les choix que vous allez faire dès le début de votre travail, dès le début du jeu, vont déterminer à quel point ce processus de distribution-là, il est facile et étendu. Ce que je veux dire par là, c'est vous faites un jeu qui prend 2 ans de développement, qui à la vente coûte 25 francs, genre, je sais pas, Wisdom Academy. Euh, du coup, forcément, votre audience, au vu du genre, au vu de la plateforme de distribution, elle va être assez limitée. Nous, par exemple, on vise 4% de 4% des joueurs de Steam. Donc, ça représente 0,16% de 120 millions de joueurs actifs par mois, ce qui en soi est pas si mal. Mais il faut le savoir. Donc, par contre, si à la place vous faites un jeu qui à la vente est en dessous de 12 francs, qui est multiplateforme, donc vous le développez sous Unity dès le début, Godot, tout ce que vous voulez, et vous décidez que ce jeu-là, vous allez le vendre en même temps sur mobile dès sa sortie, et en même temps sur console, et en même temps sur PC, et votre audience, elle est plus grande en fait. Elle est beaucoup plus sympa. Et donc les choix que vous allez faire en termes de technologie euh, vont déterminer le marché sur lequel vous pouvez distribuer votre produit après-demain. Donc, c'est des questions à se poser. Pas forcément, c'est la vie, mais ça peut être bien de se les poser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, d'intégrer la chose dès le début, hein. Donc, nous, aujourd'hui, on se dit, allez, pour la V1, on veut porter sur console. Bon, en fait, on se l'était déjà dit en phase d'idéation. On y avait pensé dès le début, et pendant les 2 ans qu'a passé la graphiste à intégrer les interfaces, je me suis assuré que ça marchait bien sous toutes sortes de résolutions. Donc du coup, demain, quand on va vouloir, enfin ça marche même en ultra ou widescreen, machin, parce que comme ça, demain, quand on va vouloir faire un portage, déjà cet aspect-là, il est réglé. Si on a moins de texte, plus d'iconographie, pareil, sur petit écran, c'est plus lisible. Si on a intégré le système Unity pour tout ce qui est contrôleur, sans entrer trop dans le détail technique, du coup, forcément, demain, on pourra facilement ajouter une manette ou des joysticks. Et donc aller sur console plus facilement. Donc c'est bien d'y penser. Voilà, voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, recentrons la question sur la Suisse. Voilà. Donc la Suisse, ça a ses défis. Ça coûte un peu. Voilà. La Suisse, on sait pourquoi on paye, mais on paye. Donc c'est très sympa. Le truc, si je vous dis ça, c'est parce que votre jeu, vous n'allez pas le vendre en Suisse. Alors un peu, 1% des ventes, quoi. Mais en réalité, ce que vous faites quand vous développez du jeu vidéo, généralement, si vous ne faites pas du B2B et que vous ne faites pas des jeux comme ce que j'avais fait, Cerzinal ou bien Serviteur de la Rédemption, généralement, votre marché, c'est le monde.
Donc, du coup, en termes de coût de vie, la Suisse est légèrement dans le haut du panier quand même, genre tout en haut en fait. Donc, forcément, ça veut dire que ben, ça complique un peu les choses. Donc, c'est une filiale aussi qui est encore un peu jeune, qui est en développement, clairement. Merci, Prism. Salut. Euh, et puis merci Lucas qui va parler juste après, hein, donc Swiss Games. Donc il y a vraiment des acteurs qui essaient de faire en sorte que ça se passe mieux et que ça s'améliore, mais c'est une filiale qui est jeune. Voilà. Donc du coup, comment est-ce qu'on remédie, qu'est-ce qu'on fait face à ces défis? Euh, il y a quelques pistes de solutions. Déjà, c'est le réseau, clairement. C'est-à-dire que euh, quand on connaît des gens, on peut facilement échanger des services aussi. Moi, je connais un prof à Lausanne, par exemple, qui nous aide bien. De temps en temps, il vient faire du mentoring pour ma UI designeuse. Bon, j'arrête pas de parler, je sais pas pourquoi. Euh, et du coup, ben, ça nous aide. Et puis moi, en échange, ben, s'il a besoin d'un coup de main pour son code ou quoi, ben, pas de souci. Donc, le réseau, c'est hyper important. Connaître aussi ben, les acteurs du métier, se voir, se rencontrer, discuter, boire un coup, c'est sympa. Ça permet d'envisager des projets demain. Et on est aussi un petit peu là pour ça. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre longtemps. Voilà, donc c'est vraiment hyper important. C'est important aussi de diversifier un petit peu les aides dont on peut bénéficier, ce que fait très bien Prism, puisqu'il y a du mentoring, des aides financières, il y a beaucoup de choses, comme ils vous l'ont expliqué. Donc, typiquement, ces aides-là permettent d'être aidés vraiment partout, parce que souvent, les développeurs de jeux vidéo vont avoir des lacunes dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est souvent des très bons créatifs, mais qui sont peut-être pas très doués en entrepreneuriat ou des bons non, marketeurs, c'est rare en fait. Je suis un peu un alien, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est important d'avoir une aide assez variée, aussi sur l'aspect légal des choses. Euh, il y a des entreprises, il y a des entreprises de jeux vidéo dont la majeure partie de la valeur de l'entreprise, c'est la marque. Genre Hitman, je crois que leur boîte, je sais plus c'est laquelle, mais on en avait parlé une fois avec le gars. Il me disait, ouais, ce qui fait la valeur de la revente de ma boîte, bah, c'est la marque, quoi. Donc pour ça, il faut quand même l'avoir sécurisé, avoir compris. Et puis, ben, on a des organismes, on a moyen de diversifier comme ça ces aides. Et puis, il y a des entreprises aussi innovantes qui peuvent nous aider. Et donc, nous, par exemple, dans une partie de l'accompagnement qu'on a, on a cette aide via une plateforme innovante de tests, de QA testing assisté par IA pour mieux comprendre en fait le comportement de nos joueurs dans le jeu et obtenir des retours plus détaillés. Donc, faut pas hésiter comme ça à chercher de l'aide un peu partout. Euh, voilà, voilà. Donc, favoriser aussi les coproductions et l'ouverture à l'international. Alors ça, c'est un petit peu un nouveau volet sur lequel je suis en train de me pencher ces temps-ci. Mais en rencontrant des gens, en tissant notre réseau, on apprend aussi comme ça à découvrir des opportunités à l'international. Il y en a beaucoup. Et c'est un sujet très vaste. Donc, je vous épargne pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc pour la partie accompagnement, je cède la place à notre bon ami Lucas qui va vous parler un petit peu des financements que Swiss Game peut offrir. Mais sachez également voilà, qu'il y a des concours, des incubateurs, des accélérateurs, des programmes de mentorat, de soutien qui existent. Et donc encore une fois, allez-y, si vous voulez faire un jeu, sortez, allez-y, montrez votre jeu, n'hésitez pas. Voilà, il y a tout un monde merveilleux qui vous attend. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être je propose de passer à... Est-ce qu'il déjà il y a des questions en ligne? Non? Alors, Lucas, si tu es d'accord, on prend juste quelques minutes pour les questions, puis après on passe à ta présentation. Non, non, mais comme ça, on a le temps de faire de la technique. Du coup, est-ce que vous avez des questions, vous, par rapport à ce que Guillaume a présenté? On pourra aussi en débattre lors de l'apéritif, mais est-ce que comme ça, il y a des questions à chaud? Alors, je te donne le micro comme ça. Ah, déjà, merci Guillaume. C'est super d'avoir une présentation comme ça. Je me demandais si tu pouvais parler un peu des pivots. Combien de temps tu as pivoté, quand tu fais le choix de pivoter, si oui, si non, et comment ça s'aligne oui, avec les décisions. Peut-être n'hésite pas à préciser ce qu'est un pivot. Ouais, je le fais. Pas de problème. Donc, pivoter, c'est quoi? Pivoter, c'est à un moment dans son projet se dire, OK, aller dans cette direction-là, c'est aller dans un mur. Donc, comment on fait pour pivoter? Généralement, un pivot, pour moi, ça veut aussi dire conserver un maximum en changeant un maximum, ce qui est un peu bizarre. Mais souvent, quand on doit pivoter, c'est vraiment que ça va pas. Et pour autant, en même temps, quand on pivote, on ne veut pas non plus perdre tout le travail qu'on a fait.
Donc, c'est tout le temps cette balance entre les deux qu'il faut trouver. Je pivote jamais entièrement sur un projet. C'est fini, ça. Je pense que c'est de la chance. Je tue pas mes bébés. J'ai beaucoup de chance là-dessus. C'est pas du tout quelque chose de standard. C'est normal de tuer son bébé et c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on doit pivoter, des fois, ça veut dire détruire son projet et passer à un autre. Moi, je fais plus trop ça grâce à toutes les phases de pré-production avant. Donc, quand je pivote, c'est simplement sur une mécanique. Ça va être sur une. Donc, déjà, ça va jamais être sur le core gameplay, du coup. Donc, je vais pas changer de player fantasy, je vais pas changer de target, je vais pas changer tout ça. Par contre, je vois, on a pivoté, je sais pas, au bas mot, 10 fois sur le système de construction, par exemple, dans le jeu, parce que ça n'a jamais marché, quoi. C'est-à-dire qu'on est les premiers à avoir fait ce choix d'avoir un jeu où on construit à la verticale en 3D, et on est encore en train de pivoter. Donc, là, j'espère pour la dernière fois. Cette fois-ci, le game designer est grave à fond dessus, il est chaud. Donc, on devrait pivoter pour la dernière fois et rendre ça beaucoup plus attractif. Voilà. Donc, pour ma réponse sur les pivots, j'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est bon. Il y a d'autres questions. On avait un deuxième micro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'était plus que développeur. Qu'est-ce qui t'a été plus utile de ce que tu as appris en développement pour le développement de vidéo? À l'école? Peu importe. D'accord. Alors, à l'école, je dirais ce qui m'a le plus aidé, c'était d'apprendre à apprendre. Parce que rien de ce que j'ai appris ne m'a jamais servi. Désolé. Voilà. Désolé. Rien. Zéro. Par contre, vraiment d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que c'est un métier qui change tout le temps. Après, moi, il y a toujours des nouveautés. Euh, ouais, c'est vraiment mon truc numéro un dans la vie, c'est ça, c'est coder, quoi. C'est ce qui me rend le plus heureux et c'est ce que je pense je fais le mieux dans la vie. Donc j'adore ça. Pour autant, ouais, je dirais que c'est d'avoir appris à apprendre, de jamais arrêter d'apprendre. Voilà. J'espère que ça répond à ta question aussi. Hmm. Parfait, merci beaucoup. Je propose qu'on continue les questions après, puis comme ça, on prend Lucas qui est déjà en ligne. Alors, est-ce que ça joue chez toi, Lucas? Parfait. Alors, ben, tu peux y aller. Super. Merci beaucoup, Anicia. Bonjour à tous. Merci à Prism de me donner cette opportunité de présenter le soutien aux jeux vidéo, au game design de Pro Helvetia. Comme vous peut-être savez, Pro Helvetia, c'est la fondation suisse pour la culture. Ça veut dire qu'on a un fonds culturel. Et au sein de ça, dans le département du design, on a monté un soutien aux jeux vidéo il y a déjà plus de 10 ans. Et dès 2021, on a devenu le département de design, justement, où on soutient le design et avec un focus sur le game design. Ça veut dire que la moitié du budget du département va dans le soutien du game design. Alors, j'étais en train de dire que chez Prelvetia, la Fondation suisse pour la culture, on a le département du design où on soutient le game design il y a déjà beaucoup d'années. Dès 2021, comme nouveau département, justement, où on a la moitié du budget pour le game design dans le département du design. Et c'est un fonds culturel, c'est très important. C'est un petit peu différent de ce que fait Prism, par exemple, qui est un soutien économique plutôt. Et qu'est-ce que soutenons-nous? Que et qui soutenons-nous? C'est du game design professionnel, ça veut dire qu'on va soutenir que des projets professionnels comme celui de, par exemple, de Keepwalk Studio et pas de projets hobbyistes. À présent, on soutient que les jeunes talents, les talents émergents. Ça veut dire les gens jusqu'à 7 ans après l'obtention d'un diplôme ou de la création d'un studio en tant que quantité juridique. Ça veut dire pas de compagnie individuelle. Et car on est la Fondation Suisse pour la culture, on peut soutenir que des citoyens suisses ou des résidents permanents en Suisse. Ça veut dire aussi que qu'on peut soutenir par exemple un studio fondé par des Suisses à Berlin par exemple
On a déjà fait ça aussi, mais ça veut dire que au moins 50% des gens qui sont impliqués dans un projet doivent être suisses. Aussi, très important, on soutient que des idées originales où le propriétaire du projet a le droit de les utiliser. Ça veut dire les IP rights, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez pas venir chez nous avec un projet, disons, moi je refais Pac-Man 2025 par exemple. Même si vous avez la licence, ça marche pas. Euh, on a un soutien qui se base sur trois piliers, plus un petit peu. Les trois piliers sont la création, ça veut dire le soutien financier au projet, aux jeux vidéo. On a aussi un pilier de qualification où on a des mesures de coaching et mentoring dont je vais parler plus tard. Et le troisième pilier, c'est la connexion, ça veut dire c'est Swiss Games, ce que disait Guillaume avant. C'est notre brand international, où on va avec des délégations des foires les plus grandes de jeux vidéo au monde. Et le quatrième pilier, c'est l'inspiration, mais c'est pas fait par notre département. On a aussi la possibilité de soutenir des résidences ou des voyages de recherche et des projets transdisciplinaires ou transversales entre les départements de ProLVC. Euh, je commence par le soutien financier, c'est dont je m'occupe moi. Je suis responsable pour tous les mesures de soutien de ProHelvetia pour les jeux vidéo en Suisse. Vous avez déjà entendu par Guillaume les phases de production. Nous, on a trois. On parle de la phase de pré-production, de la production, de la post-production, qu'on soutient avec différentes montants d'argent. C'est un maximum de 20 000 pour la pré-production et pour la post-production. Et c'est 50 000 pour la production, sachant que la production, c'est ce qu'on appelle un matching grant. Ça veut dire que si vous faites une demande pour 50 000 francs chez Prohelvetia, ça veut dire que vous devez apporter 50 000 francs vous-même. Ça peut être du capital de la compagnie ou ça peut être un contrat avec un publisher ou de l'argent de la famille. Mais on doit avoir la preuve de ces fonds qui doivent être là justement. C'est pas beaucoup comme vous voyez. Aussi, ces montants-là ont été comme ça il y a déjà beaucoup d'années. Ça veut dire que en termes d'inflation, c'est pas beaucoup aujourd'hui. En vérité, on soutient à peu près de 15 à 18% du budget d'un moyen d'un jeu vidéo en Suisse. Un jeu vidéo en Suisse, il y a 5 ans ou 10 ans, avait un budget d'à peu près entre 200 000 et 500 000 francs. Maintenant, on a des jeux avec des budgets beaucoup plus grands. On arrive à des budgets de 2 millions même, ou 1,5 million. C'est pas rare de voir ça. Ça veut dire que nos soutiens sont très petits, mais quand même très importants parce que ce sont les seuls soutiens au niveau fédéral en Suisse. Euh, après ça, après les bourses, non, attendez, pardon, retournons en arrière, rewind. C'est très important, on fait deux appels à projets par an. On a fait un en mars, on fera le premier, ça ouvrira le 1er juillet avec un délai du 1er septembre. Après, ça veut dire à la fin d'avril et à la fin d'octobre, on a une session avec un jury international avec 100 membres qu'on a choisis. C'est vraiment des producteurs, des CEO de studios de développement international. Et après ça, on voit les décisions du jury en mai et en novembre. Ça veut dire que si vous êtes intéressé à produire un jeu ou vous êtes en train de produire un jeu, vous avez besoin d'argent, c'est bien de se préparer pour notre prochain appel. Après les soutiens financiers qu'on a,
Le deuxième pilier, c'est le coaching, qui est très important parce que la plupart des studios suisses qui sont en train de développer des jeux typiquement sort des écoles artistiques en Suisse, comme des ZHDK à Zurich, l'école des arts à Zurich. Et ils sont super bien dans le développement des jeux, mais pas forcément dans le côté entrepreneurial. Ça veut dire que beaucoup de fois, ils ont besoin d'aide dans le sens pour monter un budget ou pour des questions juridiques. Et c'est là qu'on a la possibilité de les aider. On a plusieurs aides dans le sens du coaching. Avec les bourses, le jury peut décider de donner des bourses à des studios, mais avec du coaching, là, c'est du coaching vraiment très individuel pour lequel on travaille avec une entreprise internationale qui fait du coaching, mais on travaille aussi avec nos membres du jury qui sont vraiment des vétérans. Et on donne des coachings très individuels aux studios basés sur le projet qu'ils sont en train de développer. L'autre possibilité, c'est le Swiss Games Showcase Mentorship Program, qui fait partie de notre aide à l'international. Et c'est du coaching en ligne avec des mentors aussi internationaux qui se concentrent sur les défis spéciaux du studio. Et il donne la possibilité de développer un projet avec l'aide de ses coachs sur une période d'un an. C'est aussi un soutien financier et aussi la possibilité de participer à des foires et à des conférences pour entrer en contact avec les gens de l'industrie à l'international. Là aussi, par exemple, Kibwak nous a accompagnés plusieurs fois à la Gamescom ou GDC à San Francisco, des choses comme ça. Et le troisième projet qu'on a, c'est She Got Game. C'est un programme de mentorat spécial qui a lancé maintenant sa quatrième édition, si je pense, oui. Et c'est un programme de mise aussi en réseau qui vise à vraiment renforcer pour le moment la visibilité des développeurs qui s'identifient en tant que femmes et pour améliorer leurs chances dans l'industrie. Et, et c'est un programme aussi où on travaille ensemble avec le bureau de liaison de Helvetia qui sont en Assis au monde. Et aussi les gens qui participent à Chicago Game, par exemple, font partie de nos délégations à l'international. Euh, le troisième pilier, qui est très important, c'est les plateformes internationales qu'on a mis sur le brand de Swiss Games. C'est une partie très importante de nos mesures parce que justement en Suisse, il n'y a pas vraiment de publisher. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Ubisoft ou de Take-Two ou d'autres gens qui vont vous donner de l'argent pour vos jeux vidéo. Il y a un tout petit publisher qui est aussi un studio suisse qui a eu beaucoup de succès, c'est le studio de Zurich de Stray Fun. Mais à présent, ils n'ont pas encore soutenu un jeu suisse. Mais quand même, si vous voulez aller à l'international et faire votre jeu et chercher de l'argent vraiment avec des publishers, ça veut dire aller à des plateformes, à des événements comme le Nordic Game Conference à Malmö en Suède ou la Gamescom, qui est la foire la plus grande au monde à présent, à Cologne en Allemagne, qui va lancer en août. Et l'autre, c'est la GDC à San Francisco, qui a été là pour des dizaines d'années. Et c'est aussi les trois plateformes que nous, on a des délégations vraiment chaque année. Et avec une vingtaine de studios, on va aller à Gamescom cette année-là. On a une place dans l'area B2B. Ça veut dire qu'on est en contact constant avec des publishers. On a des contacts dans toute l'industrie et on cherche vraiment de connecter les studios suisses avec ces contacts. Et c'est comme ça que beaucoup de studios ont trouvé un publisher et ainsi les moyens pour finir leur jeu. Euh,
Aussi, on a une autre mesure, c'est la possibilité d'aller à des autres plateformes où on n'a pas, où pour Helvetia, on n'a pas une délégation fixée. Ça veut dire que si vous trouvez une plateforme à l'international en Chine ou je sais où vous voulez aller, il y a la possibilité de faire demande au moins 8 semaines avant le début de la plateforme pour y aller. Et on peut vous donner jusqu'à 4 000 francs pour l'allocation d'un stand, les frais de transport et des choses comme ça. Ça aussi, c'est sur notre site. Si vous allez sur le site du département du design, vous pouvez chercher pour ces mesures et vous inscrire et sinon jamais nous demander, logiquement. Ça, c'était déjà tout. Comment rester au courant de nos mesures? On a une présence sur LinkedIn qui s'appelle Swiss Games. Je vous conseille de suivre ça parce que là, on met tout ce qui est pertinent à notre plateforme internationale, mais aussi les appels à projets. Aussi, on a le site de ProHelvetia qui est pas tout à fait super facile à naviguer, mais il faut pas chercher pour game design, il faut vraiment chercher le design. Et puis aussi, on a un newsletter sur le site. Et justement, le moyen le plus facile, c'est de nous contacter par email. Si vous nous écrivez un email à design après Helvetia, je serai il y a la possibilité de vous aider. Mais justement, là, aussi, une des choses les plus faciles à faire, c'est de parler avec les gens comme Guillaume, qui a beaucoup maintenant d'expérience dans le domaine, de faire du réseautage. En Suisse, il y a beaucoup de studios, il y a presque 200 studios en Suisse qui sont en train de faire des jeux. Il y a aussi trois, disons, de clusters. Le plus grand à Zurich, où il y a le Swiss Game Hub, qui est un coworking space qui a maintenant ouvert une nouvelle location en pleine ville de Zurich. Mais il y a aussi des meet-up à Lausanne ou à Genève, et je suis pas sûr s'il y en a aussi en Valais. Mais vous avez Prism, hein, qui est fantastique pour ça. Je vous conseille de parler entre vous, et si vous avez des questions, de venir vers nous, et Guillaume pourra vous décrire exactement comment faire. Et c'est tout. Parfait. Est-ce que Et ouais. un grand merci, Lucas, à toi, d'autant plus que tu es à distance, donc l'exercice n'est pas toujours évident. Donc, merci vraiment, merci à toi pour ta participation. Est-ce que vous avez des questions dans le public, vraiment, que ce soit plutôt sur les aspects de financement ou alors peut-être sur d'autres aspects que vous auriez voulu échanger avec Guillaume maintenant, si vous avez quelques questions comme ça qui vous viennent. Alors, du coup, une question pour Guillaume. Donc moi, ne connaissant pas trop le côté légal par rapport à l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo, et dans votre cas, faut-il avoir une mention qui dit qu'il y a une utilisation de l'IA? Alors, vaste sujet. Donc, on pourrait parler longtemps de l'IA. Je vais essayer de répondre au mieux à ta question. Euh, donc, déjà, sur Steam, il n'y a pas d'obligation légale à le dire. C'est recommandé. Donc, nous, c'est le cas, on le dit, vu qu'on utilise l'IA, dont l'IA générative. Donc, du coup, on le dit. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect légal, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Alors, nous, on se base sur ce que nous disent les plateformes qu'on paye. C'est-à-dire que nous, on va payer pour un service et ces plateformes-là stipulent si oui ou non on peut réutiliser ce travail-là. Bien sûr, il y a toujours un risque. Maintenant, en réalité, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il n'y a absolument rien dans notre jeu vidéo qui a été généré à 100% par l'IA. Donc ça aussi, ça nous protège dans le sens où la totalité des artworks, par exemple, ont été revus à la main sans exception. Donc du coup, là aussi, on est un peu protégé. Maintenant, ça c'est pour l'IA générative, je pense que c'était ça la question. Mais plus généralement, on utilise l'IA pour absolument tous les aspects du jeu.
tous. Donc, on a tout testé, la 3D, le développement au quotidien, le game design, la narration, les traductions, le marketing, absolument tout de nos jours dans la société passe par l'IA à un moment ou à un autre. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui voudraient rebondir par rapport à cette question de l'IA et des jeux vidéo? Je sens qu'il fait chaud et puis qu'on a envie de boire un petit verre. Donc, Lucas, désolé, tu n'auras pas le plaisir de nous accompagner, mais encore un grand merci à toi. Et puis au plaisir de Malheureusement, te j'aime bien le retrouver une prochaine vin fois. valaisan. À bientôt, Lucas. Et puis merci aussi, un grand merci aussi à ceux qui nous ont suivis en ligne. Et puis vous retrouvez le replay du coup, non, principe la semaine prochaine. Donc merci beaucoup. Merci. Ciao à tous. Bon apéro.